Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission à la une. Voilà, Sénégal 2050, c'est le nom du nouveau plan qui va remplacer le plan Sénégal émergent. C'est en tout cas la nouvelle trouvaille de l'équipe en place, notamment composée de Diomaye et de Sonko. Ils l'ont proposé ce matin, c'était à Diamniadio au niveau du CICAP, du Centre international Abdou Diouf. Voilà, donc c'est le nouveau plan. On va l'analyser de fond en comble avec nos chroniqueurs, bien sûr. On va essayer. C'est pas facile, tout un plan, bien sûr. Il a fallu d'abord faire un diagnostic, ensuite élaborer une stratégie et bien sûr élaborer des plans quinquennaux. Le premier a été exposé aussi ce matin. On discutera sur les aspects notamment économiques et sociaux, mais aussi sur le plan sanitaire et bien d'autres plans. Voilà, un focus sur ce point. Si le temps le permettra, bien sûr, nous parlerons de ce séminaire aussi organisé ce week-end entre le président et ses ministres, où il leur a dit qu'il tient à ce que, bien entendu, qu'il soit irréprochable. En tout cas, le président a été formel sur ce point-là. Les nominations à problème, beaucoup. Ce mercredi, on avait vu beaucoup de nominations, notamment au niveau des postes de chargé de mission, des jeunes patriotes du Sénégal, JPS, 46-47 par rapport à tout certainement à tous les jeunes qui sont au niveau des différents départements du pays. Ça a créé beaucoup de polémiques là aussi, si le temps le permet, nous y reviendrons. Voilà, très heureux de vous retrouver. Nous sommes là avec nos chroniqueurs. Il s'agit de Odysseus Albert et d'Ablaye Mbow. Bonsoir Ablaye. Bonsoir à vous Hassan et bonsoir au doyen Odysseus Albert. Bonsoir au doyen. Bonsoir Hassan, bonsoir Abdoulaye. Ben, clin d'œil à nos techniciens. Malik Faye il s'occupe de la régie et bien sûr M. Cissé au niveau de la radio, la 97.5. Voilà, Ablaye, vous avez comme nous suivi certainement c'était ce marathon véritablement au niveau du CICAD et il était question de discussion autour de ce nouveau plan Sénégal 50, un nouveau projet qui a été largement expliqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la forme, sur le fond? Merci. D'abord, il faut quand même saluer la démarche justement des nouvelles autorités par la mise en branle justement de ce plan, référentiel, justement pour l'horizon 2050 et à tous les niveaux justement de l'activité économique et sociale du Sénégal. Et je crois bien que les exposants, j'allais dire les panélistes, ont beaucoup exposé véritablement sur le modèle économique du Sénégal, partant justement de ce référentiel de la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, on épiloguera sur véritablement la différenciation entre les différents programmes économiques, mais vous savez, on ne saurait réinventer la roue, même si par ailleurs il faut quand même que l'on puisse reconnaître que les visions peuvent être totalement différentes du point de vue de l'approche économique et véritablement du fait qu'on aura à discutailler sur des éléments qui appartiennent justement au lendemain politique sénégalais de manière générale. Mais du point de vue de la vision globale, il faut quand même reconnaître que ce référentiel a été salué par des experts qui, en réalité, après l'avoir écouté, tout en le diagnostiquant, ont indiqué qu'effectivement, que c'était un référentiel qui pouvait répondre justement aux aspirations économiques du Sénégal. Si l'on voit du fait que aujourd'hui, que ce qui est mis en avant, c'est beaucoup plus la gouvernance économique, mais la gouvernance économique sous-tendue par des réformes institutionnelles qui passeront également par une réforme de l'administration avec un processus d'accélération justement de la phase de dématérialisation de l'administration sénégalaise. Et pour moi, c'est un point essentiel, surtout que cela permettrait justement de rendre l'administration beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente pour répondre aux besoins urgents des Sénégalais, mais aller dans le sens également de lutter contre la corruption et véritablement de devenir modèle, pour ne pas dire champion, en tout cas de la bonne gouvernance justement en Afrique. Je crois bien que ce sont des objectifs que se sont fixés les nouvelles autorités, mais également quand on voit la répartition justement du tissu économique par rapport aux différents secteurs et par rapport à une vision macroéconomique, l'on se dit que oui, sur le plan de l'agriculture, il y a véritablement dans ce référentiel sur quoi l'on peut se pesantir pour dire que oui, l'on pourrait aller dans le sens de l'atteinte
peut-être de l'autosuffisance alimentaire à moyen terme, mais surtout du renforcement de la sécurité alimentaire. Mais mieux encore, et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on en a tellement parlé, c'est par rapport à ce passif économique. Et parce que nous avions un tissu industriel assez juteux au Sénégal, mais qui ont été enterrés à la faveur justement des plans d'ajustement structurel et par rapport à sa phase la plus douloureuse pour nos pays du Sud, surtout liée justement à la privatisation sauvage justement de nos entreprises. Mais quand on parle aujourd'hui du réveil de ce passif pour le transformer en un actif justement industriel, dans le secteur du textile, avec la Sotiba Simpafrique, il ne faut pas l'oublier. Dans le secteur, justement, d'industries diverses, comme la CAFAL, avec, comment dire, les allumettes, comme dans d'autres secteurs. Parce qu'il faut savoir que la NSTS de Thiès a été réveillée, véritablement, de son long sommeil par un industriel sénégalais. Il y a également Dometexka au niveau de Kaola qui a été également réveillé de son long sommeil économique par un autre industriel sénégalais. Et de ce point de vue, si l'on part du principe que l'on peut aller dans le sens d'avoir une phase d'industrialisation telle qu'établie dans ce référentiel et pour le Sénégal d'ici l'horizon 2050, oui, on peut dire qu'en réalité, il y a des choses qui ont été développées et qui sont bel et bien faisables. Maintenant, l'autre élément qui est plus essentiel, c'est la mise en avant du secteur privé national. Parce que le développement tel qu'il est perçu justement par ce référentiel, c'est un développement endogène. C'est une économie introvertie et non une économie extravertie où l'on voyait véritablement des pays. Oui, ce sont des partenaires techniques et financiers du Sénégal. Oui, ce sont des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Sénégal. Mais cependant, quand on se fixe véritablement un objectif quinquennal de 18 000 milliards véritablement de financement par rapport justement à différents projets, je crois bien que si l'on s'appesantit sur l'emprunt comment dire, national, en mettant en avant les industries sénégalais, donc le secteur privé national, oui, on peut aller dans le sens, en tout cas, de résorber ce déficit. Parce que le déficit, il est énorme, comparativement justement aux recettes. On voit que le déficit, en tout cas, supplante de loin les recettes que nous avons en termes véritablement de fiscalité ou d'autres dérivés justement financiers. Donc, de ce point de vue, on se dit que oui, on peut aller dans le sens même de réduire le poids de la dette. C'est ce qui a été convenu dans ce référentiel, quitter la barre de 83% de déficit pour aller au niveau de 70% en termes de déficit lié à la dette et lié justement surtout au service de la dette. Donc je crois bien que globalement, il faut quand même que l'on puisse retenir qu'il y a en tout cas à espérer, à mon avis, par rapport à ce nouveau référentiel économique. Et le marché, il est mieux maîtrisé par rapport aux explications des différents justement experts qui ont pris la parole. Parce qu'on n'a pas besoin d'être à l'école Minzi-Bergen pour savoir que le marché, c'est un triptyque, c'est l'homogénéité du marché, c'est l'hétérogénéité du marché et c'est la complexité du marché. Mais le marché est beaucoup plus complexe sur le plan international, mais beaucoup plus maîtrisé justement sur le plan national. Et donc de ce point de vue, on se dit oui, c'est exposé, on attendra d'ici 1 an, on attendra d'ici 2 ans les premières phases de la réalisation de ce référentiel pour mieux pointer du doigt ce qui pourrait être véritablement probant en termes de résultats attendus, surtout au niveau des 8 pôles régionaux, des 8 pôles économiques régionaux dégagés. Et de ce point de vue, je crois bien que déjà ces 8 pôles peuvent être des greniers en termes de création de richesses, donc en termes de création d'emplois. Parce que ils ont élevé la barre par rapport véritablement à l'objectif d'atteindre un niveau élevé en termes, en tout cas, d'engagement pris en termes de création d'emplois. Donc, de ce point de vue, on se dit oui, le référentiel, il est là, il est exposé. Oui, les experts ont dit que c'est bel et bien réalisable. Les niches, véritablement, où l'on peut aller dans le sens de dénicher des fonds ont été ciblés, surtout par rapport à l'élargissement également de l'assiette fiscale, parce que également, il faut savoir que nous avons, en termes de pertes, beaucoup de milliards dans le secteur, dans le domaine de la fiscalité. Et pour reprendre justement le président Ouattara qui disait lors d'une rencontre des présidents de l'UEMOA que l'impôt doit être payé là où il a été créé. Et malheureusement, dans nos pays, la majorité des multinationales ne payent pas les impôts chez nous, mais les payent justement au niveau de leur pays d'origine. Donc, de ce point de vue, si on réorganise justement l'écosystème fiscal et véritablement d'autres systèmes en termes véritablement de niche économique, on peut véritablement nous tirer d'affaire pour aller dans le sens de nous dire oui,
le référentiel, il est bel et bien réalisable, et sous peu, évidemment, ils mettront, ou j'allais dire, elles mettront en parlant des autorités, les premiers pas, les jalons pour aller dans le sens d'une construction économique globale du Sénégal qui devrait, à mon avis, quitter une phase de pays pauvres, très endettés, pour aller véritablement dans le pôle des pays moyennement émergents, pour ne pas dire pays totalement émergents, par rapport véritablement à cette vision déclinée par les nouvelles autorités. Merci Ablaye. Justement, Mamadou, véritablement, si on regarde bien le diagnostic, c'est très compliqué. Les chiffres sont très alarmants. La pauvreté dans le pays, l'indice de développement humain, voilà, on est très... faisant partie des derniers pratiquement. Aujourd'hui, déficit budgétaire, beaucoup de soucis. Est-ce que le plan tel qu'il est proposé peut répondre à toutes ces préoccupations d'après les axes stratégiques qui ont été développés, notamment avec ce bois là, les racines, le tronc, les arbres, voilà, les branches du moins et les feuilles et les fruits? Ouais, disons que pour moi, en tout cas, le diagnostic, il est établi. Et c'est le diagnostic du modèle de développement post-colonial. C'est ça qui me semble être un paradigme pertinent. C'est de dire qu'on a suivi un modèle extraverti qui a entraîné l'endettement, le déficit, la pauvreté, que c'est une économie qui n'est pas compétitive. Alors, donc ça, c'est comment passer maintenant de ce modèle à un modèle endogène. C'est ça vraiment C'était un peu le secret. C'est l'équation. Comment passer d'un modèle post-colonial complètement extraverti qui s'est essoufflé à un modèle endogène. Maintenant, du point de vue de la démarche, il me semble quand même que c'est des experts sénégalais qui ont fait un diagnostic assez sérieux de l'agriculture, de l'industrie, de l'éducation, de la santé. Ils ont un tableau de bord irréfutable du point de vue chiffre. Pour moi, honnêtement, c'est un document assez substantiel. C'est des données qu'ils donnent aux acteurs politiques, aux privés, aux universitaires. C'est un document de référence. C'est ça que moi j'appelle un document de référence. C'est comme un support. Voilà, c'est un support. C'est ça qui est le tableau de bord du président de la République. Il a eu raison de faire le diagnostic. Il a eu raison d'appeler l'expertise nationale dans toutes ses composantes pour dire voilà la faiblesse du modèle extraverti. Voilà le modèle vers lequel nous devons aller, un modèle endogène. Bon, maintenant, c'est possible d'y aller. C'est une ambition. Parce que je pense qu'ils ont mis en avant un État stratège. C'est ça qu'on n'a pas. On n'a pas eu un État stratège. On a eu un État inféodé à la France, à l'Occident, aux partenaires étrangers. On n'a pas eu un État stratège. Pourtant, Ablaye a créé quelques ruptures. Mais ce n'est pas un État. Ouattara, il est trop libéral. Mais là, on a un État fort qu'on veut construire. Comme avant, comme au temps de Senghor, du Diouf. Au temps de Senghor, c'était ça l'État stratège. L'État-providence, on disait. Depuis Abdou Diouf, on n'a plus parlé de prospérité au Sénégal. On n'a plus parlé de souveraineté. Absolument. Bon, donc cet État stratège, c'est lui qui pilote. Il s'agit peut être industriel, commerçant, l'État. Non, c'est l'État stratégique. C'est un État qui décline sa stratégie sur les 25 ans. Maintenant, on se dit que l'État a une fonction essentielle, parmi les 8 pôles. Ça, c'est une option de l'État, que je développe mon économie endogène à partir des pôles, suivant les compétences, suivant les opportunités de chaque région. Mais c'est l'État qui va impulser le développement de ces pôles avec le secteur privé. Mais pour moi, l'État stratège, il est posé. Comment ils vont définir les politiques publiques en direction des 8 régions en s'appuyant sur le privé national. C'est ce qu'on n'a pas. On a brisé c'est pour ça que l'ajustement structurel, un de ses inconvénients, c'est que ça a sabordé les bases du développement endogène. Parce que si on a le ratio 10 entreprises sur 10 000 habitants,
Alors qu'ailleurs, à Singapour, c'est 500 ou 700 entreprises sur 10 000. Mais si vous partez comparaison pour comparaison, la Chine, nous on était mieux placés que la Chine en 60. En 60, ouais. On était mieux placés que la Corée. La Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui fait qu'en moins de 60 ans, on est encore un pays pauvre, endetté. On n'a pas donc c'est l'État stratège plus le secteur privé, à mon avis, avec ces pôles-là, c'est faisable et on doit le faire. Parce que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit même le tourisme, le numérique, mais tout va être recentré. C'est pour ça que pour moi, la démarche endogène, il faut que les Sénégalais se réapproprient la démarche endogène. Il ne s'agit pas pour l'État d'exporter ou de mettre en place un modèle extraverti. Non, notre modèle, il doit être endogène. Ça répond à l'éducation, la santé, les questions alimentaires, les questions de sécurité. C'est ça l'État stratège. Il met en place un développement endogène pour servir avant tout les intérêts du Sénégal. Maintenant, le deuxième élément, c'est l'Afrique. On voit qu'il recentre le modèle endogène. Il ne s'agit plus d'un modèle extraverti, non, on s'appuie sur les pays voisins, sur les pays africains, développer le commerce intra-régional. Et je crois que ça... Peut-être compter sur la ZLECAF opérationnelle. Oui, ça, on va vers ça. Oui, c'est ça. C'est ça le développement endogène de l'Afrique. Parce que la Chine continentale, ce n'est pas autre chose que ça. Ils ont développé un modèle... Parce qu'il y a un vaste marché. C'est toute la stratégie. S'il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Comment recentrer le modèle endogène sur les besoins nationaux, sur les besoins des pays voisins, sur les besoins des pays africains. Si on arrive à avoir une telle stratégie à l'échelle de l'Afrique, mais c'est sûr et certain que l'Afrique va se nourrir. Parce qu'il faut un marché. C'est incroyable. Nous, on a la terre, on a l'eau, on a les ressources, on a la jeunesse, on a les femmes, on a tout ce qui peut. Et on achète. On dépend de l'étranger. On importe. C'est ce modèle-là qu'il faut casser et je pense que c'est une bonne vision pour moi pour un développement endogène. Maintenant, il y a des points particuliers quand même. Il faut qu'on replace notre recherche. Oui, ça, ils en ont parlé. Notre recherche doit être au service du Sénégal et de l'Afrique. C'est ça qui peut être le levier. C'est la recherche, c'est la technologie. On a une expertise qui est là au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, mais c'est une expertise qui est au service de l'étranger. Nos meilleurs sont à l'étranger. Et alors que, c'est incroyable, hein? Si on regarde le FMI, la Banque mondiale, toutes ces structures-là, c'est l'expertise africaine qui est au service du capital international. Alors que c'est l'inverse. Notre expertise, nos universités devraient se recentrer. Pour moi, honnêtement, il faut bien voir l'articulation qu'on devrait y avoir entre la formation professionnelle et le développement. Que si on développe nos universités par la recherche, on forme les élèves et les étudiants, mais c'est sûr et certain qu'ils auront de l'emploi au niveau de l'agriculture, de l'industrie, mais même sur le plan numérique. L'économie numérique, les Africains, ils sont dedans. Je prends aussi, on oublie ça souvent, la culture africaine. Mais c'est une niche d'emploi extraordinaire qu'on n'exploite pas. La culture, le tourisme, le sport. Le sport, je pense qu'on a en tout cas, ils ont tracé, je crois que le chemin, il est là. Mais comme le président l'a dit, c'est le chemin le plus difficile. Parce qu'il est le plus exigeant. C'est ça. Et je crois qu'à ce niveau-là, j'espère que quand même les Sénégalais vont se réapproprier cette vision-là. Parce que c'est ça l'enjeu. Parce qu'il faut que ce soit intégré. L'enjeu fondamental, c'est que les Sénégalais se réapproprient leur propre développement. Qu'on n'attende pas l'étranger. Et je pense qu'Ablaye a raison, qu'on souligne que c'est à nous de trouver le financement de notre développement. Très bien. On a eu le FMI, on a eu la Banque mondiale, mais c'est un échec.
Ce financement, c'est un échec. Il faut que les Africains... Oui, on l'a toujours dit depuis les années 80. Mais c'est un échec, mais il faut aller dans les sources de financement africaines. Parce que la vision libérale, certains keynésiens vont nous dire non, vous n'avez pas raison, mais vous savez, la vision libérale ou la vision ultra-libérale pourrait ne pas s'adapter justement à nos réalités économiques. Oui, vous avez la Chine avec une obédience purement communiste, mais qui a une économie quand même libéralisée. Parce qu'ils ont réadapté le système. Oui, une économie libéralisée. Oui. Mais avant que l'économie ne soit véritablement libéralisée à une telle enseigne... Avec MX Bank et autres. Oui, la Chine s'était recroquevillée sur elle-même. Ah oui, parce que la vision maoïste, c'était véritablement de s'appuyer et véritablement de s'apposer sur les leviers endogènes pour aller dans le sens du développement dans la Chine. Et l'un des premiers objectifs, c'était véritablement la réappropriation des terres et leur distribution aux Chinois pour aller dans le sens d'avoir des capacités rizicoles et autres éléments agricoles importants afin de permettre à la Chine ultra populaire d'atteindre au moins une bonne partie de son autosuffisance alimentaire. Mais quand le président Deng Xiaoping est arrivé, il a quand même créé les conditions d'une juxtaposition valeureuse des différentes chaînes de valeur économique. Donc, de ce point de vue-là... Et avec son idée de route de la soie. Voilà, route de la soie, c'était extraordinaire. Ouais. Mais la vision de Mao, elle était encore beaucoup plus... Elle était millénaire, elle était centenaire. Parce que Mao, lui-même, il disait 100 ans de travail pour 1000 années de bonheur aux Chinois, et tous les Chinois se sont appropriés le projet. Donc, chez nous également au Sénégal, nous devons aller dans le sens de nous approprier le modèle économique des nouvelles autorités. Je le dis pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons... Voilà, nous avons... Oui, bien sûr que c'est à d'impulser. Mais nous avons un niveau d'endettement hyper élevé. Près de 18 000 milliards pratiquement en termes de dette, mais sans gros rendement économique. Parce que oui, le Trans-Express régional, oui, c'est un projet innovant, c'est un projet véritablement qui répond aux besoins véritablement du 21e siècle, mais le coût, comparativement justement au kilomètre, 35 km pour près de 700 à 1000 milliards, je crois bien que c'est assez élevé en termes d'investissement pour moi qui n'est pas rentable justement à court et moyen terme. Donc, quand on regarde également tout ce qu'il se passe, on se rendra compte qu'effectivement, dans le pays, il y a des investissements, mais zéro industrie, Assad. Zéro industrie parce qu'il n'y a pas eu un développement industriel par rapport justement à des pôles économiques si l'on se réfère au PAP 2 justement du plan Sénégal émergent. Je crois bien que certains reviendront pour faire la comparaison entre les deux visions économiques par rapport au régime précédent et par rapport au régime actuel, mais je crois bien que l'un dans l'autre... Il y a forcément des points de convergence. Oui, mais forcément, mais on ne peut pas c'est le Sénégal. Oui, on ne peut pas, non, même si c'était autre pays, on ne peut pas réinventer la roue à tout forcément. Il y aura véritablement des référentiels, mais innovés et perçus autrement par rapport à la vision, par rapport à la démarche. Mais aujourd'hui, on parle du référentiel du président Bassirou Diomaye Faye. Et je crois bien qu'à ce niveau, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la phase de cette réindustrialisation justement du Sénégal. Parce que quand vous citez la Chine, elle a misé sur l'industrie. Quand vous misez par la Corée du Sud, elle a misé sur... Et je le dis encore une fois, que nos autorités, que ces experts-là, qui nous pompent l'air depuis autant de décennies, en nous parlant de transfert de technologie, ben, écoutez, on leur dit basta. Parce que pour moi, le transfert, la technologie ne se transfère pas à ça. Elle s'arrache. Les Chinois ont arraché la technologie. En exigeant. Oui, les Coréens ont arraché la technologie, mais chez nous, en Afrique, on continue de parler de transfert de technologie. Croyez-vous que ces Occidentaux qui continuent véritablement de se comporter en nous comme des sangsues et qui nous sucent de partout, vont véritablement venir nous dire oui, nous sommes les bons samaritains, on va vous faire un transfert de technologie, vous maîtriserez la technologie, mais ces Occidentaux ne le feront jamais. Ces Occidentaux sont présents dans nos pays avant même l'accession de nos pays à la souveraineté internationale. Il faut que la souveraineté dont on parle, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, mais qu'elle soit également d'ordre sécuritaire. Parce que nous avons un continent gigantesque, Hassan. Dans ce continent-là, il y a tout.
il y a l'or, il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a l'ensemble des ressources justement que les Occidentaux exploitent pour développer justement leur pays. Maintenant, on le sait, quand on nous dit oui, on va vers un autre modèle d'exploitation des phosphates par exemple, je dis oui, c'est une bonne nouvelle parce que nous devons nous réapproprier les industries chimiques du Sénégal. Nous devons aller dans le sens de transformer nous-mêmes nos phosphates en engrais parce que l'expertise est là. Et véritablement, le patrimoine pour le faire est toujours là. Pourquoi Diantre aller signer avec Endorama, qui est une entreprise chinoise, qui exploite notre phosphate, qui va le transformer en naine et qui revient chez nous pour nous revendre l'engrais? Ça, ce n'est pas de la vision économique. Non, ce n'est pas de la vision économique. Le zircon, malheureusement, l'ancien régime a signé un contrat juteux à l'entreprise qui exploite le zircon, mais il faut quand même que l'on revoie les termes du contrat. Surtout les autres où on fait ça, parce que le zircon, ça détruit les liens. Hein. Voilà. Il y a vraiment des soucis environnementaux. Oui, parce qu'on ne mesure pas à sa juste valeur l'étude d'impact environnemental. Donc, pour moi, je crois bien que le premier marché pour le Sénégal, le premier marché pour le Mali, le premier marché pour l'Afrique du Sud, le premier marché pour le Burkina, pour l'Angola, c'est d'abord le continent africain. Depuis que l'on parle de la zone de libre-échange économique en Afrique, j'ai l'impression que nos pays sont frileux. J'ai l'impression que nos pays sont frileux. Mais l'Afrique est un gros marché pour les Africains et entre les Africains pour le développement de l'Afrique. Je crois bien que de ce point de vue-là, si véritablement chaque pays travaille pour sa souveraineté économique et une ouverture exclusivement réservée entre pays africains et par rapport au marché africain, avant véritablement de penser à aller chercher d'autres partenaires occidentaux, je crois bien qu'il faut d'abord miser sur le développement endogène, sur le développement continental, avant véritablement de penser à des échanges beaucoup plus justes. Nous avons véritablement escalité à pouvoir aller dans le sens d'une réflexion beaucoup plus globale, avec une approche maximaliste, pour nous dire qu'en réalité, notre développement est bel et bien possible. Une bonne distribution des richesses, Hassan, permettrait en tout cas de taire certaines divergences d'approche sociale telles qu'on le vit dans certains pays en Afrique, cause véritablement de certains conflits, malheureusement, qui déstabilisent politiquement et économiquement plusieurs pays en Afrique. Prenez le cas de la République démocratique du Congo ou d'autres pays qui ont des richesses aussi extraordinaires à exploiter et qui peuvent permettre justement un développement à tous les niveaux, à toutes les échelles. Donc pour moi, c'est référentiel par rapport à une vision qui s'établit à 2050, surtout dans le secteur de l'exploitation des hydrocarbures et par rapport véritablement au mix énergétique, mais par rapport à une bonne maîtrise de la facture énergétique et de la réduction du train de vie toujours jugé dispendieux de l'État. Pour moi, ce sont des démarches. Mais tout cela, véritablement, ça se fera avec un voile de clairvoyance en termes d'approche liée justement à la bonne gouvernance. Parce qu'un pays qui ne travaille pas autour de la bonne gouvernance, un pays qui ne travaille pas autour de la lutte contre la corruption, contre la concussion, contre la prévarication financière, un pays qui ne travaille pas pour l'assainissement de ses finances publiques, les racines du Baba. Voilà. La gouvernance et les trucs africains. Voilà, l'intégration africaine. Ouais. Et je crois bien que pour moi, ce sont les leviers les plus importants pour véritablement booster notre économie. Parce que, on le dira jamais assez, le doyen l'a rappelé, les institutions de Bretton Woods ne viendront jamais pour développer nos pays. Ce sont ces institutions-là qui nous ont imposé les plans d'ajustement structurel. Ce sont ces institutions qui nous ont imposé la privatisation de nos industries les plus rentables. Au nom de quoi? Au nom véritablement d'une résorption justement du déficit budgétaire ou d'aller dans le sens de résorber les caisses du trésor. Mais ce n'est pas une approche économique et beaucoup d'experts qui avaient une vision véritablement beaucoup plus large parlaient déjà de solutions économiques prêtes à porter. Donc, je dis encore une fois, moi j'y crois fondamentalement, si tous les Sénégalais se mobilisent, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Bassirou Diomaye Faye, autour de cette œuvre de construction économique et sociale, mais nous pourrons y arriver. Surtout par rapport à la transformation en secteur formel de ce secteur informel qui sous-tend près de 90% de notre économie. C'est une niche d'emploi, une niche de création de richesses, mais également une niche d'évasion fiscale à tout point de vue. Mais oui, c'est clair. C'est surtout ça. Les gens ne veulent pas trop formaliser et respecter le droit du travail. Tout ça, il faut qu'on règle en même temps ces questions-là. Merci. Merci Ablaye. Alors, Mamadou, justement, l'équation sera
Vous semblez l'évoquer tout à l'heure, la matérialisation, le fait de passer un diagnostic c'est bien, une stratégie c'est encore mieux, un plan c'est parfait, mais il faut bien concrétiser. Et c'est dans la concrétisation, et parce que là, il faudra peut-être réadapter en fonction de l'environnement international, et également de ce que nous avons comme contrainte au niveau national. Il faut chaque fois réadapter. C'est dans la concrétisation qu'il y a souvent des problèmes. Oui, c'est vrai qu'au niveau réalisation, on est faible. Je pense que les experts l'ont souligné. Le talon d'Achille qu'on a. C'est notre problème, quoi. On a de beaux plans, mais après. L'applicabilité après. Pose énormément de problèmes. Oui. Mais là, ce qui est rassurant, c'est que l'État stratégique en termes de gouvernance, c'est le pilier. Oui, c'est les racines. La bonne gouvernance, c'est la racine. Du bas. Il faut asseoir la gouvernance transparente, la lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'on cherchera une administration efficace. Donc la gestion des dépenses publiques, la gestion du personnel, la gestion aussi de la mise en œuvre. Ils ont mis en place un comité de suivi avec des experts qui ne vont travailler que sur ça. Il y aura un responsable qui se chargera du suivi de cette stratégie. Bon, donc, au niveau de la gouvernance, à mon avis, il ne doit pas faire d'erreur en termes d'options. Ils ont fait le choix d'un État stratégique. Parce que pour régler ça, ils parlent d'évaluation à chaque fois. Peut-être essayer d'évaluer à chaque Oui, étape. c'est le problème qu'on a, c'est le modèle présidentialiste. C'est ça que, en fait, quand on parle de bonne gouvernance, c'est qu'il faut sortir des pièges du modèle présidentiel. Et décentraliser les pouvoirs. Mais il faut décentraliser les pouvoirs. Ils le savent très bien maintenant que le président, il ne doit pas être un président roi. Il doit avoir des fonctions, il impulse les politiques publiques. C'est le garant des institutions. Mais la mise en œuvre, c'est le gouvernement. Oui, le chef du gouvernement, il doit avoir plus de pouvoir en matière de gestion de l'administration et des politiques publiques. C'est comme le contremaître dans un chantier. Non, je veux dire que... Effectivement. Bon, allez voir tous les ouvriers là. Un État qui réfléchit, le Premier ministre ne sera pas un politicien. Bien sûr. Il va être un technicien, un chef d'orchestre de l'administration qui va suivre les politiques publiques. Maintenant, l'autre aspect, c'est il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce que c'est qu'un pôle de développement. Oui, les pôles qui sont dégagés. Dakar, par exemple, fait partie des pôles. L'essentiel du pays est à Dakar. Ouais. Il faut qu'on ait le courage d'impulser une dynamique, que Thiès est son pôle, que le sud, l'est, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'on ait 8 pôles. En plus que Thiès a un potentiel extraordinaire. Mais énorme. Moro, Kayar. Donc cet État-là, il doit quitter la primature. Les politiques publiques, c'est au niveau de ces pôles-là. Et je pense que c'est possible d'avoir dans les 5 ans Dakar déconcentré, Thiès qui va revivre, le sud, l'est, le centre. On a des pôles opérationnels. On parle de pôle centre aussi. On a des pôles opérationnels. Pôle Diourbel-Louga. La faiblesse, c'est que l'administration n'est pas décentralisée. Et ça, il le faut. Bon, ça, c'est un. Mais deuxièmement, les collectivités territoriales également, ils l'ont dit. Ne sont pas viables. Les collectivités attends, ça fait 1% du PIB. 1%. C'est extraordinaire. Ils n'ont rien. On ne peut pas se développer. On ne peut pas développer nos régions. Ils n'ont rien. Donc pour moi, c'est vraiment faisable que cet État stratège travaille mieux et plus, qu'on décentralise, qu'on ait le cap, qu'on mette le cap sur les pôles de développement. Bon, maintenant, évidemment, la question aussi de la corruption. Il faut que... Ça, c'est la gouvernance, c'est ce qu'ils appellent la gouvernance. Il faut qu'on accepte de lutter contre la corruption, parce que c'est ça qui bloque notre administration. Les experts l'ont dit, hein. Tu as une dette de 15, 16, 17, 18 milliards. Mais tu as une évasion fiscale extraordinaire en 12 ans. Comment expliquer que des ministres deviennent riches, que des DG deviennent riches? Ils disent en 2023, 56% des recettes du Sénégal servent à payer des dettes. Oui, 57%. 57%. En 2023. Ça veut dire qu'on n'a rien, quoi. Oui. Tout ce qu'on gagne, c'est pour payer des dettes. Pour payer des dettes.
Parce que ça, c'est pas vivable économiquement. C'est pas possible. Mais le niveau de la dette, le niveau de la dette est élevé, surélevé, c'est-à-dire que insoutenable. Et malheureusement, regardez bien les niches d'orientation justement de ces emprunts faits par le Sénégal. C'est pour des dépenses, oui, pour des prestiges. Projets, oui, et qui après favorisent la corruption. Oui, le stade il est bon. Oui, on y joue. Oui, le stade sur il est les bon. Marchés. Mais regardez, le stade il est bon. Je dis c'est un super projet pour notre stade, 54 milliards. Mais en termes d'entretien, je dis en termes d'entretien, mais ça coûte énormément à l'État du Sénégal. Vous savez, c'est exploité par véritablement des Turcs. Si vous allez à l'aéroport, regardez bien. Des étrangers. Oui, ce sont les Turcs qui gèrent. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la nouvelle ville de Diamniadio est un Turkménistan au Sénégal. Parce qu'en réalité, l'essentiel de l'économie, en réalité, qu'on en a fait quoi au Sénégal, qui n'est pas acceptable. Oui, parce que voilà. Mais l'essentiel de l'économie est géré par justement cela. Même si ce sont des partenaires du Sénégal, il faut le reconnaître. Mais je crois bien qu'il y a deux organisations patronales qui ont, à mon avis, donné le bon point de départ. C'est la CNES et le CNP et qui sont allés vers une fusion. Il faut quand même que l'on ait beaucoup plus d'organisations patronales qui iront vers ces fusions-là pour créer véritablement une force de frappe financière beaucoup plus conséquente, beaucoup plus importante pour pouvoir souscrire à des appels d'offres. Parce que les appels d'offres, justement, des marchés de l'État, ce ne sont pas des appels d'offres réservés seulement aux nationaux. Il y a des appels d'offres sur le plan international. Et notre secteur privé est appelé justement à les concourir. De ce point de vue-là, il faut quand même que l'on ait des hubs patronaux qui seront à même de pouvoir répondre aux besoins urgents justement de l'État du Sénégal en termes de financement de projets. Et aller chercher les partenaires s'il le faut, mais mieux encore travailler sur les partenaires publics-privés. Parce que pour moi, il y a beaucoup de financements où le Sénégalais lambda peut même injecter 1000 francs, 15 000 francs, 5 000 francs en termes d'achat d'actions ou d'obligations pour devenir plus tard un actionnaire. Bon, oui, pour la Sonatel, c'est un exemple. Par rapport justement à sa privatisation. Maintenant, pour les services décentralisés et les services déconcentrés, mais c'est normal que les collectivités territoriales n'aient pas de rentabilité économique et ne puissent pas participer à l'effort du chemin de développement économique du Sénégal. Parce que qu'on le veuille ou non, l'acte 1 a été politicien. L'acte 2 de la décentralisation a été politicien. L'acte 3 de la décentralisation a été politicien, Hassan. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas bien appliqué. Non, ce n'est pas aller dans le sens d'une application des réformes. Oui. Parce que nous, quand le débat sur la décentralisation se pose au Sénégal, c'est parce qu'il y a des découpages à la gerrymandering. Des découpages à la gerrymandering. C'est depuis Wade. Oui, non, depuis Diouf même. Parce que l'acte 1, justement en 96, quand on votait avec les ordonnances au Sénégal, mais pourquoi Dakar, une ville si petite qu'est la capitale, peut véritablement avoir 19 collectivités territoriales? Ce n'est pas pertinent, mais en son temps, il fallait donner à chaque baron du Parti socialiste, parti au pouvoir, mais ça chasse gardée. Parce que chacun voulait avoir son précaré. Il reste 3 villages. Voilà, chacun voulait avoir son précaré, doyen. Mais Dakar, en termes véritablement d'impact économique lié aux collectivités, nous pouvions avoir une collectivité d'exception, c'est la collectivité de Dakar Plateau, qui abrite le palais et l'ensemble des institutions. Et beaucoup, véritablement, de direction, justement. Mais nous pouvions aller dans le sens d'avoir 4 grandes collectivités territoriales. Prenez-le. Viable. Prenez la collectivité de Mermoz-Sacré-Cœur. Mais nous avons les mêmes réalités avec la collectivité de SICAP. La collectivité de SICAP a les mêmes réalités qu'avec la collectivité de Fan, Amitié, Rudis, etc. La commune de Médina et la commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane, la commune des HLM, mais c'est pratiquement les mêmes réalités. On a regroupé Gueule-Tapée-Fass-Colobane. On a les mêmes réalités. Ce sont les mêmes réalités. En termes de vie quotidienne, en termes de perception liée justement à l'environnement humain, mais on pouvait avoir 4 grandes collectivités ou 5 grandes collectivités territoriales à Dakar, mais écoutez, nous n'aurions pas en réalité de problèmes liés à tout. Mais maintenant, pour l'acte 3, la phase de la communalisation est universelle. Écoutez, doyen, pour moi, c'est une approche qui n'a pas été bien perçue pour permettre aux anciennes communautés rurales, mais de devenir des communes de plein exercice, mais rentables du point de vue économique.
et de la perception liée véritablement à une création de pôles économiques viables à travers justement des projets qui ont été mis en branle tels que le Puma ou autre chose, ou le PUDC. Donc pour moi, il y a des choses que nous avons ratées et on peut véritablement les rattraper en termes de vision économique telle que déclinée aujourd'hui par les nouvelles autorités pour aller dans le sens en tout cas d'avoir, en nous inspirant des pôles régionaux, et on attendra de voir ce qui va sortir de ces pôles régionaux en termes d'industrialisation, en termes de création de pistes économiques pour véritablement permettre un exode même urbain qui renverserait l'exode rural que nous vivons depuis les années 70, oui, par rapport justement à cette approche économique. Parce que moi, mon grand-père avait fait justement de l'exode urbain depuis longtemps. Pour quitter Yoff vers Diender. Alors merci en tout cas à tous les deux. Et on va terminer parce que si on continue, c'est tellement passionnant ce plan, on pourrait faire plusieurs émissions là-dessus. D'ailleurs, on y reviendra, Inch'Allah, lors de nos prochaines émissions. Mais là, juste un mot quand même sur le séminaire où Diomaye était très ferme avec les ministres. Si dans l'intimité de votre bureau vous transgressez, vous n'aurez la solidarité de personne. Restons irréprochables. Et je pense que le discours est clair. Et par rapport peut-être à ce qu'on pourrait observer comme survivance de certaines pratiques, évidemment. Non, je crois que c'est dans la suite logique de la lettre qu'il a adressée à l'administration, aux fonctionnaires, le duc Dubonti. C'est ça la colonne vertébrale de son administration. Qu'il n'y aura pas une exception. Moi, je suis convaincu que Diomaye est plus dur que ce qu'on croit. Il va protéger personne, c'est un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui croit à son engagement moral. Et je crois qu'au niveau du PASTEF, en tout cas, en tant que parti politique, je crois qu'il faut croire aux militants du PASTEF quand ils disent qu'ils se sont sacrifiés, que l'intérêt général prime sur l'intérêt privé. Je crois qu'au niveau du PASTEF, le message est clair. Maintenant, les alliés, les habitudes des Sénégalais, je crois que le président a raison quand même d'alerter maintenant qu'il va protéger personne. C'est tentant. C'est la culture sénégalaise, elle est séquelée, les gens sont corrompus, que quand il le dit, que le Premier ministre le dit, je crois que le PASTEF, en tout cas, c'est à lui de faire la différence avec les autres gestions, que ce soit le PS, le PDS, opérer des ruptures, quoi. Opérer des ruptures au niveau éthique. La responsabilité politique, c'est pas pour s'enrichir. Je crois qu'ils ont besoin de ce coup de fouet du président, mais encore une fois, c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné. Parce qu'il y a des lobbies aussi. Tout à l'heure, on parlait de la Chine. Les gens peut-être n'ont pas cette information. C'est que Mao Zedong, qui a lutté 49 jusqu'à arriver au pouvoir, quand il s'est rendu compte qu'il a enrichi les responsables du parti, il a déclenché une révolution culturelle contre les chefs du parti. C'est comme Poutine avec les oligarques. Donc c'est des gens du parti qui le connaissent, qui se sont enrichis, qui ont pris le contrôle parce qu'il y avait un parti majoritaire qui a géré l'État. Diomaye aussi, on est dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'on parle souvent du modèle libéral. C'est les libéraux. Ils aiment l'argent. Eux, c'est l'argent. C'est pas le pouvoir. C'est le profit. C'est le profit. Et je pense que... parce que quand on a l'argent, après on a tout. Il a raison quand même d'attirer l'attention. Maintenant, il faut que les Sénégalais aussi soient plus vigilants. Par rapport à ça. Parce que souvent aussi, c'est les parents, c'est les camarades. Mais si, on ne vous laisse pas tranquille. Dès que vous êtes responsable quelque part, il y a des milliers de personnes qui comptent sur vous. Et ça favorise la corruption, parce que avec votre salaire ne vaut pas suffire. Alors justement, pas Ablaye, mais c'est Diomaye qui dit irréprochable, et il devait être irréprochable au ministre. Mais là, je crois que le signal est clair par rapport à... Quand ce sont les Sénégalais qui cotisent pour vous payer 5 millions quand même, que ce sont les Sénégalais qui se cotisent pour que vous puissiez avoir un logement décent, des véhicules, du carburant, qui vous achètent les billets d'avion quand vous voyagez. Et en plus de ça, qui vous fournit le passeport diplomatique, je crois bien que doyen
vous devez être irréprochable. Très sincèrement. C'est le minimum. Voilà, c'est le minimum. C'est un minimum vital. Maintenant, dans l'intimité de votre bureau, ben, si vous êtes fréquenté par les oiseaux de mauvais augure qui vous proposent de l'argent pour que vous perceviez véritablement des pots de vin, surtout les marchés, avec l'octroi de marchés nébuleux, véritablement frappé du sceau de l'opacité, si vous acceptez justement la corruption, si vous acceptez les détournements de deniers publics, ben, c'est votre responsabilité. Le président Macky Sall l'avait dit en 2012, nous ne protégerons personne. Nous avons lancé la Cour de répression de l'enrichissement illicite pour juger les autorités de l'ancien régime. Et pour nous, nous avons l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Rien n'a été fait, ça a été un slogan creux. Il faudrait aucun dignitaire de son régime. Le président Bassirou Diomaye, véritablement, doit acter la rupture en allant dans le sens, en tout cas, de prendre à bras le corps et toute thématique qui touche justement à la corruption et qui, en tout cas, concernerait toute autorité de quelque bord qu'elle se situe. Très bien, merci à tous les deux. On n'aura pas le temps de relancer le débat. En tout cas, ça a été très enrichissant. Merci à Blimbo et à Maurice Albert. Merci à nos techniciens du jour, Malik Faye et à Bécha Sissé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve, Inch'Allah, mercredi. Merci et au revoir.